Eh bien le bonjour les amis. Et oui, me revoilà. Je n'ai pas pris ma retraite comme j'ai pu le voir sur certains commentaires. J'étais en vacances. Oui, j'ai pas pris le temps en vacances de faire une vidéo. Je vous explique pourquoi. J'ai pas du tout aimé la dernière vidéo que j'ai faite. C'est la toute première fois que je fais une vidéo dans le stress, dans la panique, dans ci, dans ça. Non, hein. Lorsqu'on a créé cette chaîne, c'est du pur plaisir. Et sur la dernière vidéo, je n'ai pas pris de plaisir à la faire. Je l'ai fait parce que je devais la faire. Et ça, non, 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 hors de question. Hein, je fais cette chaîne-là. Nous faisons cette chaîne-là pour prendre du plaisir et c'est tout. Et sûrement pas pour me mettre du stress. Donc voilà, vous savez pourquoi je n'ai pas fait de vidéo en vacances. Désolé si vous avez l'impression que je vous ai abandonné. Désolé, I'm so sorry. Donc, voilà les amis, je vous ai dit, hein, la dernière vidéo, j'ai pas aimé comment je l'ai faite, j'ai pas pu la travailler correctement. Donc, voilà. Non, je suis toujours là, je n'ai pas changé de métier, hein, malgré le crack boursier. Voilà. J'en ai pris plein les dents. Alors, c'est toujours très marrant pour moi, hein, pour moi qui ai une compréhension, on va dire, des marchés un peu plus évoluée que la plupart des commentaires que je vois. Les amis, je ne sais pas si vous le savez, je vais quand même le dire, hein, rien n'a changé sur le Bitcoin. Hein. C'est-à-dire que depuis que nous sommes tout en bas là-bas aux 50 000 $, quand il y a des gens qui ont pris leur sac à dos et qui sont partis du monde de la crypto, hein, nous disions déjà que le bull run n'avait même pas encore commencé, il a commencé, on vient combler le gap hebdomadaire, ni plus ni moins. Je répète quand même que sur le moyen long terme, il n'y a aucune erreur pour le moment. Alors oui, si vous voulez, encore une fois, je me suis trompé sur certaines prédictions en H4 30 minutes, mais je le répète, si vous voulez quelqu'un qui a tout le temps raison, ici là, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Je n'aurai jamais tout le temps raison et encore moins en 30 minutes. Hein. Si vous voulez un trader qui a tout le temps raison en 30 minutes, fichez le camp d'ici. Mais je peux vous assurer, je vous le dis tout de suite, ça vous évitera de perdre du temps. Vous en trouverez aucun. Zéro. Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas énormément de contenu dans la sphère crypto-moniale? Pourquoi vous pensez que, il me semble, hein, que nous sommes les seuls à présenter des analyses H4 30 minutes sur les cryptos, même peut-être en bourse, mais surtout sur les cryptos? Parce que les gens ne veulent pas se tromper. Ils savent très bien, n'importe quel trader sait très bien que s'il commence à présenter des trades H4 30 minutes, il aura peut-être même aussi souvent tort que raison. C'est la loi des statistiques, c'est comme ça. Je vous invite fortement, et je l'ai mis en commentaire à une abonnée, d'aller sur la chaîne des commentateurs boursiers et des commentateurs crypto-moniales. Eux ne se trompent jamais. Vous verrez, vous serez jamais déçu. Les mecs ne se trompent jamais. Oh, non, ça balance pas du billet parce que malheureusement, ils gagnent rien. C'est le gros problème de cette façon de faire. Hein. C'est-à-dire que les commentateurs de la crypto-monnaie et des mondes boursiers ne gagnent pas $1. Pourquoi? Parce qu'ils n'anticipent rien. Ils commentent juste tout ce qui s'est déjà passé. Et donc, ils ont jamais tort. Oui, et ici, ça n'existe pas, je ne suis pas un commentateur. Si ça ne vous plaît pas, allez-y, foncez, je vous assure, vous serez hyper content, ils ont toujours raison. Ils vont toujours vous donner une superbe explication sur ce qui s'est déjà passé. Je vous assure, c'est juste génial. Donc voilà, préambule terminé, me revoici armé, et oui, je suis toujours Boule de chez Boule. Hein, toujours. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ma zone tient depuis des mois. Elle est toujours là, on est là. Les boules, ils sont là, toujours là. Voilà. Rien n'a changé sur le plan moyen, long terme. Par contre, moi, je ne me réjouis pas encore sur le plan court terme parce que on n'a pas gagné grand-chose. Hein. Donc, on va regarder ça.
Pas besoin de refaire à point, moyen long terme, je vous ai dit, on est toujours sur la zone. Qu'est-ce que je vous avais dit une fois? Regardez, malheureusement, ça, j'espérais que ça se passe pas, mais malheureusement, c'est en train de se passer, c'est-à-dire ça met une plombe. Ici, là, la bande de Bollinger inférieure, nous étions venus, j'en ai déjà parlé, une fois la tester, deux fois la tester et trois fois, et c'est la troisième, en gros, qui a été la bonne pour nous délivrer la jambe baissière. Je disais, j'espère qu'on va pas avoir ça, sinon ça va mettre une plombe. Ben, on est venu une fois la tester, là, on est venu une deuxième fois, ok. Bah, si on refait exactement pareil, on peut revenir tester encore une troisième fois. Voilà. Donc bon, cela étant dit, ça ne change rien, on s'en fout tant que notre zone elle tient, rien ne change en moyen long terme. Il y a des bears qui pensent avoir gagné, mais c'est comme... on était encore là que je vous l'avais dit. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et les mecs, ils reviennent comme si de rien n'était, sans aucune honte. Sans aucune honte, les mecs ont quitté le marché là-bas aux 50 000 $ et ils reviennent ici alors que nous l'avons dit sur cette chaîne-là, que lorsque nous allons faire cette jambe haussière et que nous allons corriger parce que nous sommes sur une grosse prise de bénéfices, les 92-100 000 $, hein, c'est une grosse prise de bénéfices hebdomadaire, les bears vont revenir et vont croire encore une fois, comme là-bas, avoir gagné. Et les mecs reviennent. Ils reviennent. Ah, bon, enfin, bon bref, moi je trouve ça ultra marrant, ultra culotté. Mais bon, chacun est comme il est. Hein. Bon bref, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est du tout vu lorsqu'on était encore là-bas. Hein. C'est vraiment important de le comprendre. Là-bas, nous avons dit tout ce qui est en train de se passer. Alors, attention. Je vais pas non plus mentir, c'est-à-dire que dans un premier temps, le comblement du gap n'était plus à privilégier. Hein, voilà. C'est là où, ça y est, les statistiques commencent à être mises à mal et on remet tout en question. J'aimerais juste vous dire une chose. Si vous ne croyez pas aux statistiques, ça veut dire que vous ne croyez pas au casino. Vous savez ce que c'est le casino ? J'arrête de parler poker parce que peut-être que ça parle pas assez aux gens quand je dis vous avez une paire d'as en main, mais ça veut pas dire que vous allez gagner le coup. J'arrête ça parce que visiblement on ne le comprend pas. Est-ce que, mais bon, je vais prendre un exemple où je sais qu'il y en a qui pensent vraiment qu'ils peuvent être gagnants contre le casino à long terme. J'ose espérer que vous ne faites pas partie de ces gens-là. Si le casino existe, il faut bien comprendre une chose, si le casino existe, c'est que le casino est gagnant sur le long terme contre le joueur. On est d'accord ? Hein? Vous savez quelle est la stat, par exemple, de la roulette au casino? Le casino a, alors ça va être à 0,2% près, j'avais la stat exacte, je vais pas le recalculer, mais c'est très simple à calculer, le casino a 48,5% de chance de gagner, le joueur a 48,5% de chance de gagner contre le casino. Ça veut dire que le casino a 51,5% de chance de gagner contre le joueur. Et ça lui suffit pour tourner le casino. Ça lui suffit à gagner de l'argent sur le long terme. Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? 51,5%. Donc c'est pour vous dire à quel point les stats sont puissantes et elles ne peuvent pas être mises en question. Le casino vous le prouve, hein, qu'il suffit d'avoir 1 ou 2% dans la poche sur le long terme pour gagner de l'argent sur le long terme. Donc arrêtez, s'il vous plaît, dès lors que les statistiques sont mises à mal, de remettre l'ensemble du monde en question. Je trouve ça incroyable. Bref, on y va. Je vais en daily, les amis. Alors, comme je vous dis, moi, la dernière time frame à nous remettre dans la poche, c'est le court terme, hein, c'est la daily. Je ne me réjouis pas encore. Oui, nous avons gagné cette probable trade line. Hop, je l'enlève. Mais c'est trop timide, c'est pas assez. Et de toute façon, je suis sur les futurs là. Nous avons encore celle-ci. Hein, et bah d'ailleurs, oui, je vais la laisser comme ça. Voilà, elle est parfaitement mise là. Parfaitement mise, ce poids-là, et on est venu faire touchette parfaite ici. Voilà, moi c'est vraiment celle-ci où je pourrais me dire, ok, là, ça commence à sentir vraiment bon, d'accord? Mais je veux aussi récupérer au moins ce trait orange que j'ai tracé ici, pour une inversion de tendance daily activée. Ce ne sera pas encore validé, ce sera activé. Voilà, en gros, on récupère
les 88, allez, les 89 000 $, là, je pourrais dire, ça y est, à court terme, il se passe enfin quelque chose. On est potentiellement en train d'inverser la tendance court terme. Et je répète, c'est la dernière time frame qu'il nous faut dans la poche pour lancer hein, la phase mania du bull run. Je vais l'appeler comme ça. Sauf que, attention, c'est pas parce qu'on va rebondir et lancer la phase mania, le préambule de la phase mania bull run qu'on va aller directement to the moon. Non, on va avoir fort à faire, je répète, aux 92 000 $, hein, zone très 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 importante. Après, sur les plus hauts historiques, forcément aussi, on va recaler encore une fois. Voilà, hein. Et dans la zone des 130 000 $, je vous en parle même pas. Donc voilà, mais je reste toujours hein, sur ce plan-là, rien n'a changé. C'est vraiment important de le comprendre. Autant on a un crack boursier, alors moi ça me fait toujours rire quand j'entends crack boursier parce que les gens pensent que la bourse du coup va disparaître alors qu'elle ne disparaît jamais, hein, jamais. Les plus grandes richesses se font pendant les cracks boursiers, hein, faut vraiment comprendre ça. Donc, et sur les cryptos, on n'a rien, hein, on a tenu la zone parfaite, voilà. Et je vous ai dit, moi je m'en ferai. J'allais dire, je m'en ferai le jour où on perd en hebdomadaire cette zone-là. Là, je me dirais, oh, mon coco, attention, je vais devoir activer le mode rescousse. Il faut vraiment comprendre ça. Jusque-là, il n'y a aucun souci pour moi. Je vais sur le BTC qui est tout le temps vivant parce que il est un peu plus propre au niveau de la trendline. On a vraiment cassé, on va dire ici, la bonne trendline, voilà, mais on n'a pas confirmé. Donc voilà, on l'a cassé à la hausse ici, ok. Est-ce que c'est le préambule, est-ce que c'est les prémices de dire, bon, on l'a cassé ici, du coup, sur les futurs, on va les casser dès demain, dès cette nuit-là. Le BTC USDT nous a montré ces derniers temps qu'il était souvent en avance sur le BTC futur, donc affaire à suivre. J'espère qu'il va continuer à l'être parce que ça veut dire qu'on va récupérer la zone sur les futurs. Donc voilà, vous voyez bien que il est vivant, ce BTC, il est vivant. Regardez ce qu'il nous fait. Il me récupère la trendline baissière. Ok, super, mais regardez, j'ai besoin d'une clôture. Non. J'ai besoin d'une clôture. Hop là. Je ne suis pas dupe, BTC, je ne suis pas dupe. J'ai besoin d'une clôture ici, là, en daily, au-dessus des 85 800 $. Et regardez, il nous propose rien, un plat, comme s'il voulait, voilà, encore nous faire tergiverser, nous donner aucune vraie validation. Donc voilà, c'est pour ça que j'attends toujours vraiment une validation de ça. Je ne vais pas me réjouir juste parce que nous avons cassé cette trendline, hein. On va dire, on commence avec mon associé à être un peu trop expérimenté pour se faire avoir au moindre move. Et là, vous dire, ouais, ça y est, on a cassé la trendline à la hausse, c'est parti, to the moon. Non, non. On va attendre au moins cette confirmation-là, hein, vraiment important pour vraiment récupérer cette trendline. Après, on pourra activer un potentiel double bottom qui nous indiquera voilà, que l'on va casser les 92K à la hausse potentiellement, statistiquement parlant, hein, je vais le dire tout le temps comme ça, statistiquement parlant. C'est important de comprendre, c'est pas parce que je le dis et c'est pas parce qu'on a les stats dans la poche que ça va se passer. Notre job, c'est juste de privilégier les statistiques. Point barre, ni plus ni moins. Est-ce que j'ai raison quand le Bitcoin nous donne ce que j'ai annoncé? Non. Est-ce que j'ai tort lorsque le Bitcoin nous donne pas ce que j'ai annoncé? Non. Est-ce que j'ai raison par contre de me mettre dans le sens des statistiques? Oui. Le seul oui qu'il y a, c'est ça. Faut vraiment le comprendre. Hein, quand je joue à Madame Irma, c'est juste des statistiques. Je ne suis pas vraiment Madame Irma. J'espère que vous le compreniez. Mais c'est pour ça que quand tout se passe bien, hein, et à l'époque, souvent, je mettais des commentaires comme ça, il y a des gens qui me remerciaient et je disais non, mais il y a pas à me remercier. Déjà, remercie-toi parce que c'est toi qui fais les trades, c'est toi qui fais les investissements, c'est pas moi, hein, on n'est pas des conseillers en investissement. Donc moi, il n'y a pas à me remercier et j'aime pas qu'on me remercie ou quand on me dit « Ouah, ça s'est passé comme t'as dit, c'est génial hein, ». Je dis souvent « Ne me prenez pas pour un génie quand ça se passe exactement comme ça doit se passer parce que sinon, vous allez me prendre pour une pipe quand ça se passera pas ». Et c'est un peu le problème. C'est un peu le problème hein, quand
on s'appuie uniquement sur des statistiques quand de toute façon on est trader, c'est un peu le problème, c'est on passe pour des génies quand tout se passe bien et on passe pour des zigouingouins quand ça se passe pas comme prévu. Et alors que c'est ni l'un ni l'autre. Faut vraiment comprendre ça. Donc voilà, c'est tout pour le BTC, hein. Affaire à suivre cette nuit. On va voir hein, si le BTC nous propose déjà une clôture en daily au-dessus des 85 900 ici sur le BTC USDT. Donc affaire à suivre, je referai une vidéo hein, semaine prochaine, I'm be back, je suis de retour, donc je prendrai le temps de faire des vidéos. On va aller voir plein de choses, on va aller sur les marchés américains, le CAC 40, Tesla, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On va aller voir sur Apple, ça s'est passé divinement bien, Boeing aussi, voilà. On va aller faire un peu le tour de tout ça. Allez, c'est parti, on commence avec le S&P 500. Alors, il s'est bien rattrapé, c'est vraiment top d'avoir un rebond comme celui-ci, c'est pas encore gagné, hein, c'est comme le BTC, c'est pas encore gagné, ça c'est des petites flèches que j'avais placées lors de la grosse séance baissière là, avec mon backtest, rappelez-vous, sur le RSI, j'en perds mes mots. Donc bon, voilà, on a bien été chercher, la zone avait bien été placée, là la petite zone bleue, je ne sais plus pourquoi exactement je m'étais arrêté au 4835 points. Bon bref, peu importe, on peut encore, hein, on peut potentiellement venir vraiment chercher la zone parfaitement là un peu plus basse. Affaire à suivre, j'espère pas. Ce qui est bien, c'est que nous avons fait une grande verte ici et donc on a un niveau de support hein, qui est ici. Hein, c'est juste c'est automatique hein, dès qu'on a ce qu'on appelle des grandes vertes. Alors normalement c'est des marubozu. Ce n'est pas un marubozu mais c'est ce qu'on appelle une grande verte et naturellement on a un niveau de support à chaque fois au milieu comme on a un niveau de résistance au milieu des grandes rouges. Hein, que là d'ailleurs qui fait parfaitement office de support jusque là parce que là on avait créé hop une résistance, regardez là. Ici, là, avec cette grande rouge ici, on a tout de suite récupéré ce niveau et on est venu se poser dessus. Donc là, jusqu'à preuve du contraire, il y a eu un vrai rebond d'activer. Il faut vraiment comprendre que le niveau à ne pas perdre pour conserver ce rebond, c'est celui-ci, c'est à peu près, hein, alors j'ai peut-être un peu exagéré, voilà, c'est à peu près ce niveau-là, c'est à peu près les 5170 points. Donc bon, très content déjà de ce rebond qui nous a permis de faire, qui m'a permis en tout cas de faire des belles choses, hein, dont Apple et Boeing que je vous montrerai en images. Je vais passer en daily, voir s'il y a quelque chose à dire. Je reproposerai peut-être une vidéo hein, sur le nouveau niveau RSI que l'on a proposé. C'est vraiment intéressant parce que c'est des niveaux qui sont très rares. Hein. Les cracks, hein, c'est rare hein, et c'est intéressant d'en vivre, bien sûr si on ne panique pas. Et donc là, on a un niveau RSI vraiment très très bas et je ferai peut-être ce que j'ai fait là, ce que je vous ai proposé la dernière fois comme backtest sur le RSI. Alors, en daily, qu'est-ce que nous avons? Nous avons atteint tous les objectifs baissiers, c'est déjà bien. Hein. Les flèches que j'avais posées ici, c'était les objectifs baissiers de ce beau drapeau-là. Hein. Donc je vais enlever tout ça, je vais faire table rase. Allez, hop, on va enlever ça, on va enlever ça. Qu'est-ce qu'on peut enlever d'autre? C'est déjà bien. Allez, ça, hop, je les enlève. Voilà, ça c'était, est-ce qu'on va aller chercher parfaitement ce niveau-là du canal? Pour l'instant, non. Et là, on la voit mieux, on le voit mieux, ce support qui en daily se trouve ici, là. Voilà, je vais le mettre en gras. Voilà, c'est un support naturel de bougie japonaise. Voilà. On est venu combler ce gap-là, on a quand même encore fort à faire, on en a un autre, oui, on en a un autre, hein. On a dérouillé, donc forcément on a des gaps, et celui-là c'est pas des moindres, hop là, voilà, on a encore celui-ci à venir combler, donc il fait toujours office, c'est des résistances, hein, résistance naturelle, cette trendline là elle vient d'où? Ok, c'était, ok, ouais, la grosse zone dure sur le SP500, ici là. Je vais prendre hop, mon petit pinceau, hein.
hop, hop. Là, cette semaine, il y a fort à faire ici, là. Si on vient tester ces niveaux-là, on peut complètement caler et tergiverser sur ces niveaux-là. Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'on va réassister à une déconfiture pour revenir tester et vraiment s'appuyer sur le niveau parfait de rebond, ou est-ce qu'on va venir tout de suite tester là, ce niveau-là? L'idéal de l'idéal, c'est vraiment de rattraper ce niveau-là avec un gap haussier. Hein. C'est vraiment, ça serait vraiment le top du top. Mais bon, là, j'en demande beaucoup au marché à l'heure actuelle. Hein. Faut pas lui demander grand-chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une trendline qu'on n'a absolument pas récupérée encore, hein. Comme je vous disais, rebond c'est bien, mais tant qu'on ne récupère pas, hop, je la trace avec vous, de niveau clé, ça ne veut rien dire. Voilà. Et là, la droite de tendance baissière, elle est tout simplement comme ça, et vous voyez bien que elle vient appuyer encore sur le fait que ce niveau-là est vraiment important. On gagne ce niveau-là. Là, il y a un vrai rebond d'activer sur le S&P 500. Ça ne veut pas dire qu'on repasse tout de suite boule, je le répète, mais ça, voilà, ça voudra dire que là, on a un vrai rebond qui se forme et on rentre dans une, voilà, une belle petite consolidation latérale très probablement. Donc voilà le niveau moi que je surveille, celui-ci, celui-ci et celui-ci à la hausse, ni plus ni moins. Hein, chaque chose vraiment en son temps. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Oui. Oui, j'ai quelque chose d'ultra important à vous dire sur les marchés américains. I'm so sorry. Je suis désolé. Mais je suis principalement désolé pour moi. Je vais vous montrer pourquoi, mais je suis aussi désolé pour vous. C'est pour ça que c'est génial aussi de regarder des vidéos de quelqu'un qui est vraiment investi sur les marchés et que si jamais il fait une erreur, il la paye lui en premier cash. Hein, franchement, je vous assure que mon compte de trading a eu une belle déconfiture par rapport à ce crack. C'est pas grave, comme je vous dis, tant que l'on panique pas et qu'on revend pas des zones d'achat. Hein. Et c'est surtout, en fait, ce qui me rend un peu triste, c'est que c'était complètement prévisible. Et je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Pour quelle raison, je sais pas. Ben voilà, j'ai fait vraiment une grosse erreur là sur ce marché en ce début d'année. Et je vais vous montrer tout simplement c'est quoi. Je sais pas si c'est, je crois que c'est en mensuel le plus. J'ai très certainement pas pris, oui c'est ça. J'ai pas pris assez de hauteur sur le marché. Je vous dis toujours, je suis le premier à vous dire, prenez toujours de la hauteur sur les marchés. Dès qu'on a une clôture, par exemple mensuelle, on va la checker. Dès qu'on a une clôture hebdomadaire, on va la checker pour voir ce qui se passe. Et franchement, alors j'arriverai après coup, je fais un peu le commentateur, après coup c'est facile à dire, mais là c'est à moi-même que je m'adresse. Hein. Je suis pas content parce que j'aurais pu complètement, en fait c'est une faute, j'appelle ça une faute professionnelle. Hein. Je calibre mon money management en fonction des conditions de marché. C'est-à-dire que j'ai un money management hyper agressif si le marché, voilà, si je vois que les objectifs haussiers sont pas du tout atteints, qu'on est en boule, ok. Par contre, dès qu'on atteint les objectifs, comme vous voyez sur l'or, et je vais vous montrer l'or aussi, je vais refaire une vente sur l'or, quand on atteint des objectifs, ben je vends, ou alors je diminue mon risque. Et ben là, je ne l'ai pas du tout fait. Hein? Donc, et c'est dommage pour moi parce que c'était tellement facile à faire et je l'ai loupé parce que j'ai pas pris assez d'auteur. J'étais focalisé vraiment sur mes actions qui n'ont pas encore atteint leur objectif. Hein. J'étais focalisé sur Tesla à acheter des points bas par exemple, des choses comme ça. Bon, j'avais quand même revendu, vous le savez, j'avais partagé avec vous des choses comme Nvidia, Apple. J'avais même eu un commentaire très intéressant de quelqu'un qui me disait « Ouais, mais attention, si Apple, il y a une grosse déconfiture, est-ce que les marchés américains il va pas y avoir une grosse déconfiture ?» Eh ben la réponse était oui, hein. Donc bon, c'est pas aussi simple que ça, mais là on le voit maintenant que la réponse était oui. Bref, regardez ça. Je vous ai placé cette flèche là, c'est pas pour rien. Je vais vous montrer ce que c'est. Elle correspond à la jambe haussière du Covid, d'après Covid. Hein, bon alors je vais essayer de le placer parce que voilà. Je ne triche pas, hein, regardez ça. Je pars de tout en bas, Covid, belle jambe haussière. Ok? Ici, la question est, est-ce que c'est un drapeau ou non? Mais je vous le dis tout de suite,
peu importe, moi je m'en moque, ça fait quand même partie de mes objectifs et j'ai fait pareil avec le BTC, hein, pour les 92 100 000 $, il y avait aussi d'autres choses, mais ça fait aussi partie de mon objectif aux 135 000 $, c'est ça. Peu importe si c'est un drapeau ou pas pour moi. Dans la visibilité comme ça, c'est un drapeau un peu trop grand, mais bon, franchement, ça rentre encore potentiellement dans le drapeau, mais peu importe. Moi, ce que j'aime tout le temps faire, c'est prendre la jambe haussière et la reporter, hein, pour avoir une visibilité long terme, d'objectif long terme. Ça se passe de commentaires, hein, où j'ai placé la flèche. Regardez où, comme par hasard, il se passe un crack boursier. Ce que les gens appellent un crack boursier, c'est juste une grosse zone de bénéfices mensuelle, les amis. Et c'est pour ça, et en fait, je suis dégoûté pour deux raisons. La première, c'est forcément, je dois, moi, m'adapter, hein, à chaque fois sur ces zones-là, et j'ai loupé cette adaptation de marché. C'est pas grave, bien fait pour moi, j'avais qu'à mieux travailler mon sujet. Prendre toujours plus de hauteur sur les choses. Alors, je vais placer exactement, hein, où c'était l'objectif de cette jambe haussière, c'était là. La deuxième raison, c'est que j'adore prévenir à l'avance. Vous me connaissez, c'est pour ça aussi que je m'en prends plein les dents. Hein, j'adore prévenir à l'avance. On vous avait prévenu à l'avance, je sais plus, c'était là je crois, c'était en juillet 2023, vous pouvez aller voir les vidéos, je disais bon, s'il commence à y avoir des news macroéconomiques catastrophiques, c'est normal, on arrive sur un niveau où les marchés doivent corriger, donc c'est souvent là où il y a des news macroéconomiques catastrophiques. Et ben là, j'aurais pu et j'aurais dû le faire une nouvelle fois. Mais là où je suis content de ne pas l'avoir fait, c'est que on m'aurait pris pour un génie. Hein, de dire à l'avance, encore une fois, oh là là, attention, il risque d'y avoir une grosse déconfiture sur les marchés boursiers et des news macroéconomiques catastrophiques. Oui, c'était encore une fois prévisible. Et je suis vraiment pas content d'avoir loupé ça. Voilà. Pas parce que ça m'aurait donné raison, blablabla, pas du tout pour ça, parce que déjà moi j'aurais pu gérer mon risque un peu différemment, hein, parce que c'est en fait, c'est vraiment là où il y a les plus beaux coups à faire. Hein. J'en ai profité, mais pas assez parce que je n'ai pas vu ça. Hein, donc voilà, c'est vraiment pour ça que je suis déçu. Le reste, le fait d'avoir raison, de prévenir avant, ça aurait été tant mieux pour vous, hein, mais voilà, c'est tout. Donc toutes mes excuses pour là, j'ai fait franchement une faute professionnelle, et sur le Nasdaq c'est la même chose il me semble, hein. On va aller voir ensemble. Donc voilà pour le S&P 500, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, je vais repasser en hebdo, hop, tout ça c'était le backtest. Tic-tac-toum. Donc on est toujours au niveau du backtest, hein. On n'est pas dans la stat encore des 18,5% du marché baissier. On n'y a pas encore échappé. On est dans la stat de, on va un peu plus bas, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour tous ceux qui ont vu la vidéo du backtest, on va un peu plus bas pour rebondir. Hein. Je pense que ça se voit bien qu'on est parfaitement dans cette stat. Donc maintenant, affaire à suivre pour la suite. On n'est pas rentré, hein, en marché baissier, on est en train de potentiellement activer un rebond en espérant qu'on est dans une conjoncture un peu comme le Covid, hein, vous voyez, un beau rebond par exemple V-bottom. Ça serait vraiment l'idéal de l'idéal pour la suite. Et ça serait bravo du coup à tous ceux qui ont tenu bon. Voilà, bon, S&P 500, c'est bon, c'est fait, on va passer sur le Nasdaq. Non, alors je reviens sur le SP500, c'est en allant sur le Nasdaq que je me suis rendu compte que j'ai oublié quelque chose, encore une fois, d'hyper important, si ce n'est la chose la plus importante, hein, comme quoi j'ai pas la tête sur les épaules en ce moment, là où je vais être très vigilant, là où je vais être moins arrogant. Voilà, où je vais faire attention au niveau de mon risque. J'ai déjà vendu, là j'ai joué un rebond sur Boeing, je vais vous montrer, je peux le faire aussi sur Apple, mais où je vais faire attention de réduire mon risque au cas où j'ai tort. Hein, c'est vraiment important je vous dis tout le temps, je suis hyper arrogant, blablabla, je suis pas non plus con. Hein, j'ai oublié d'être con, comme on dit. Non mais voilà, bon, il y en a beaucoup qui me prennent pour un con, mais
je trouve que je suis arrogant, mais je suis pas con. C'est-à-dire que je sais très bien que les marchés font ce qu'ils veulent. Ah, j'ai beau me mettre dans le sens des statistiques, blabla, les marchés font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on est arrivé sur un décrochage où, si je me trompe, derrière, ça fera mal. Donc, arrivé dans une zone bien précise, je vais faire attention et réduire mon risque jusqu'à ce que tous les voyants soient au vert pour, boum, le réaugmenter. Sur le SP500, c'est lorsqu'on va venir dans cette zone noire. Pourquoi ? Vous allez voir sur le Nasdaq, ce sera beaucoup plus visible sur le Nasdaq, mais on a... Je ne vois pas d'épaule, tête-épaule, mais je vous dis déjà qu'il y en a beaucoup qui doivent voir la formation d'une épaule. Alors on va dire, moi dans ce cas-là, je prendrais voilà, tout ça là, comme une double épaule, tête, hein, et potentiellement du coup une autre épaule. Parce que si nous avons ça, eh ben c'est ça le bear market, les amis. Ça voudrait dire qu'on serait dans un bear market, déjà là, mais on ne le sait pas. Enfin, bon, il y en a beaucoup qui le sont déjà, mais moi, personnellement, j'y suis pas. Et si on revient là et qu'on redécroche sur ces niveaux-là, attention, attention, hein, on va venir sur ces niveaux-là, mais plus dans l'optimisme que j'ai aujourd'hui d'un rebond, mais plutôt dans l'optimisme, enfin dans le pessimisme de eh ben la zone risque de ne pas tenir. Hein, la zone de support là, que j'ai mis ce gros canal, risque de ne pas tenir, tout simplement parce que la structure dans laquelle nous venons nous poser sur ce support-là est très mauvais pour la suite. Ça ne veut pas dire que ça va se passer, même si, imaginons, on revient ici sur ces niveaux-là, et on revient s'appuyer ici, ça ne veut pas dire qu'on a une vraie épaule, tête-épaule. Elle est déjà pas ouf, cette épaule, tête-épaule. Hein. C'est-à-dire que, alors, c'est ce qu'on appelle une épaule, tête-épaule complexe. On a une épaule sous forme de double épaule, on a une tête, mais qui revient, voilà, le niveau de support, c'est quoi? Déjà là, pour placer mon niveau de support, personnellement, je suis obligé de le placer, hop là, ici, là, voilà. Je vois pas comment je peux le placer autrement, mais ça voudrait dire que la première épaule, elle ne vient pas se poser sur le support. Donc vous voyez, c'est déjà un peu complexe. Donc ça ne veut pas dire que cette épaule, tête-épaule, elle va marcher. Elle va fonctionner parce qu'on n'est déjà pas sur un cas d'école d'épaule tête-épaule. Donc je ne pourrais pas activer, entre guillemets, les statistiques de l'épaule tête-épaule dans toute sa splendeur. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas dupe. Hein, je sais qu'il y a la formation d'une possible épaule tête-épaule. Donc moi, ici, là, je dois faire un move. Je dois au moins prendre moins de risques sur mon portefeuille. Je vais rester en longue jusqu'à ce que j'ai la preuve que je me suis planté, hein, je vais rester en longue. Et je me suis planté si on part en bear market en 2025. Il faut bien comprendre ça. Donc, je vais saisir l'opportunité ici, là, de réduire drastiquement ou non mon risque. Hein, c'est vraiment important. Hein, c'est vraiment comme ça que je procède. Comme j'aurais déjà dû le faire presque tout en haut là-bas et que j'ai loupé parce que j'ai mal travaillé. C'est vous dire, hein, on a beau avoir les compétences trading, on peut se planter, on peut faire des erreurs. Hein. On peut avoir, vous et moi, exactement les mêmes compétences trading, et vous allez peut-être faire beaucoup mieux que moi, ou beaucoup moins bien que moi. Pourtant, on a les mêmes compétences. Hein. Il faut vraiment faire attention à tout et rien louper sur les marchés. Donc, voici ma zone sur les SP500 où je vais faire attention. Voilà. Parce que déjà, on va revenir sur cette petite trendline là hebdomadaire, ce n'est pas rien. On revient sur la hauteur de la première épaule. Voilà, zone dure ici pour moi. Je prends le spot d'alléger un peu mon portefeuille, mais pas non plus bêtement, hein, sur des choses qui doivent être allégées si j'ai trop de risques dessus ou qui sont tout simplement sur des bonnes zones. Voilà pour le SP500, je vais passer directement sur le Nasdaq, c'est tout ce que j'ai oublié et vous allez voir la zone, elle est plus flagrante encore. Il est où ce bon vieux Nasdaq composite, le comp, hein, c'est-à-dire le Nasdaq 300, hop, je le mets ici. Mon associé analyse le Nasdaq 100, donc c'est normal si nous n'avons pas les mêmes graphes, sachez-le au cas où. Donc je suis sur le comp. Voilà, là je suis en hebdomadaire, alors ne faites pas attention au pourcentage que vous voyez là, je me suis amusé, je proposerai peut-être un backtest sur la déconfiture que nous avons fait un moins 26% en 2 mois, c'est rare,
c'est rare, hein, et je m'amuserai peut-être à vous présenter aussi un backtest sur le Nasdaq. Donc, ici, pareil, mais elle est plus, voilà, elle est beaucoup plus propre, c'est une possible... Il est où mon pinceau? Il est là, donc épaule, tête, voilà, et là on serait dans le rebond potentiel de l'autre épaule, ok? Donc sur le Nasdaq, mince, j'ai effacé quoi? C'est pas ça que j'ai effacé un truc que je voulais pas effacer. Bon bref, sur le Nasdaq, je vais faire hyper attention, pareil, dans cette zone-là. Voilà, je vais même prendre ça, hop là. Dans cette zone-là, je vais faire hyper attention. C'est-à-dire que si je peux alléger mon risque sur certaines actions que j'ai en longue, je ne me gênerai pas. J'ai bientôt plus de batterie, à 10% ça va. Je ne me gênerai pas. Hein. Zone extrêmement dure ici. Pourquoi? Bah, parce qu'on arrive sur la zone de la première potentielle épaule, une épaule tête-épaule. En plus de ça, on a cette belle trend line ici-là. Donc quand on arrive, je vais le signifier, si le marché vient à peu près ici-là, j'allégerai mes positions et peu importe, vous allez voir, c'est comme sur l'or, on a un parfait exemple, j'ai eu un commentaire sur l'or, ah mais t'es pas deg d'avoir revendu de l'or parce que ça a continué de pumper? Non, on ne fait, mais j'y reviendrai sur l'or, on ne fait jamais d'erreur quand on fait des choses comme ça. Quand on vend une zone de vente, on fait jamais d'erreur. Quand on achète une zone d'achat, on ne fait jamais d'erreur. Hein, la seule erreur qu'on a, c'est de garder notre risque en étant buté, en se disant non, j'ai raison sur le marché, ça va faire ci, ça. Ça, c'est une erreur. Ou ne pas vendre une zone de vente du tout, c'est une erreur. Ne pas acheter une zone d'achat, c'est aussi pour moi une erreur. Mais quand on achète une zone d'achat, l'autre erreur, c'est de ne pas mettre de stop loss. Ce n'est pas parce qu'on achète une zone d'achat qu'elle va forcément marcher. Voilà ce qui en est pour... mais j'y reviendrai, hein, je reviendrai dessus sur l'or. Surtout que l'or, j'en revends aujourd'hui. Voilà, bah on est dimanche, ça va peut-être pas passer, mais enfin quoique c'est de l'or physique, hein, donc ça peut passer à n'importe quel moment, mais je suis en train de revendre la deuxième partie de mon or, hein, même si je vous avoue que j'ai hésité, vu qu'on rentre en phase mania sur l'or, je me dis bon, je vais peut-être le faire en suivi de tendance, même si c'est de l'or physique, moi je peux passer mon ordre n'importe quand, vu que je suis sur un site internet. Mais j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de le faire quand même maintenant, comme prévu. C'était prévu le 20-21 avril. Nous sommes le 20 avril. Je vends la deuxième partie de mon or. Bon, j'y reviendrai dessus quand je serai sur l'or. Donc, je vais rester ici sur le Nasdaq. Ma zone, elle est ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est pareil. On a un support naturel. Alors, il n'est pas ici, mais on a un double support, du coup, naturel, qui est, hop là, ici là, le milieu de cette grande verte là, ok, en plus de ça on a ce plus bas là qui fait zone de support, on a essayé de le casser, non, on est venu se poser pratiquement dessus, on l'a tout de suite récupéré, voilà, on a un petit support ici, affaire à suivre, est-ce qu'il va tenir ou non, si il ne tient pas. Moi je m'attends à ce que le Nasdaq revienne carrément ici aux alentours des 12 700 points, si je ne m'abuse, bon, quoique on a un beau support. On a un beau support horizontal, là où on a presque rebondi déjà. Voilà, sa zone ultime vraiment de rebond, ça serait là. Hein, c'est vraiment là où si le Nasdaq nous propose ce niveau-là, je deviendrai hyper agressif sur mon portefeuille pour passer des longues. Ça, c'est un super niveau. Hein. Donc bon, affaire à suivre. Est-ce qu'en daily, je peux vous présenter quelque chose ? Normalement, ça doit être un peu la même chose de toute façon que le SP500. Hop, hop. Ouais, voilà. On n'a récupéré aucun niveau clé encore de rebond. La seule chose, donc il faudrait casser déjà cette trendline. Je vais la mettre en plus gros. Hein. En daily, là je suis en daily. Hein. On est sur le court terme. Voilà. La seule chose qui est vraiment bien, on le voit ici, encore une fois, avec cette magnifique... Je m'en rappelle, c'était génial cette journée-là, quand j'étais en vacances, et bim, le 9 avril, j'ai accumulé, alors, bon, vous verrez avec Apple, hein, regardez, je vais prendre le jour quand même, 9 avril, hein, j'ai accumulé le 8 avril, le 9 avril, on nous a fait une séance extraordinaire, j'ai vu du plus 20-25%, c'était vraiment de la folie, c'était génial, j'étais ici par contre dans le bon timing, mais vous verrez sur Apple, et même Boeing il me semble.
Voilà, on a ce niveau de support naturel ici, c'est vraiment la bonne nouvelle de cette belle séance du 9 avril, voilà, et il tient parfaitement. On est venu ici s'appuyer dessus, on revient ici s'appuyer dessus, on voit naturellement là une figure qui se dessine, voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre, cette semaine va être ultra importante pour savoir qu'est-ce que nous faisons. Est-ce que nous tenons le niveau de support ici grâce aux bougies japonaises ou est-ce qu'on va retester des niveaux un peu plus bas? Tel est the question is. Alors c'est tout pour le Nasdaq. Pas besoin de faire plus long parce que c'est la même conjoncture que le SP500. L'un ne va pas sans l'autre. Ouais, j'ai pas mis. Est-ce que Ishimoku nous enseigne quelque chose? Alors en hebdo c'est non. Oui, ouais, je vous ai pas montré en plus sur le. Bah, je vais vous le montrer ici. C'est pareil. Hein. Nasdaq SP500 même combat là. C'est pas la flèche que je vous ai mis là. C'est pas pour rien, c'est la même que sur le SP500. J'ai reporté l'après-Covid ici, là. Regardez ce que ça nous donnait. C'est pour ça que je vous parle hein, de faute professionnelle. Mais en plus, j'ai oublié de vous dire une deuxième chose sur cette faute professionnelle, comme quoi c'était visible comme le nez au milieu du visage. Regardez en mensuel ce qu'on nous fait sur le Nasdaq et sur le SP500. Donc je répète, on arrive sur une zone de prise de bénéfices mensuelle et en plus de ça, on a un marteau inversé sur une zone où l'on doit caler. C'était pas dur à voir et je l'ai loupé. Je l'ai loupé. Bien fait pour moi. On a la Rolls-Royce, c'est-à-dire que quand on a ce genre de doji, il faut savoir que c'est la Rolls-Royce du doji. Bon, je pense qu'on peut faire mieux encore avec peut-être un doji dragon, mais c'est vraiment demander le top du marché. Là, on est, il faut dire ce qui en est sur la Rolls-Royce, c'est-à-dire que quand on a un doji comme ça, en plus en mensuel, mais même en hebdomadaire, sur une zone de correction, bah, tous les voyants sont au vert pour corriger. Vraiment, tous les voyants. C'est pour ça que le marché, en fait, est très très sain à l'heure actuelle. Hein. C'est-à-dire qu'on corrige au moment où on doit corriger. Hein, et on corrige fortement, bah oui, on est sur une zone de prise de bénéfices mensuelle. Hein, on n'est pas sur du daily. Donc, forcément, hein, ça dérouille. Hein. Donc bon, voilà, le marché, à l'heure actuelle, hein, il est très très sain. Hein, que ce soit le marché boursier, mais même si je sais, ça peut faire saigner des oreilles, hein, ce que je dis, mais... Voilà, hein, que ce soit marché boursier ou marché crypto-monnaie, y a pas de surprise en fait. Hein. La seule surprise, je me la suis créée moi-même en ne voyant pas ça venir. Hein. Voilà, donc ça, c'est le mensuel. Je vais en hebdo voir si il nous enseigne un petit truc en plus. Ouais, c'est juste ça. Le nuage Ishimoku a parfaitement tenu. Regardez ça. Nuage Ishimoku mensuel qui nous propose ce magnifique rebond. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il va tenir. On est dans l'incertitude. Hein. Niveau Ishimoku, quand on est dans le nuage, on a beau avoir parfaitement rebondi sur le bas du nuage, on est dans l'incertitude, on est dans le nuage. Il peut très bien casser à la baisse hein, et finalement on se retrouve en dessous. Et le niveau clé derrière serait les 17 700. Hein. Voilà pour tout ça. Je vais passer sur le CAC. Le CAC, c'est aussi très très clair. En fait, ce qui est important là, moi ce que j'aime, c'est que les choses sont claires hein, sur les marchés. C'est-à-dire que j'ai ma zone où je peux alléger mon risque au cas où j'ai tort. J'ai ma zone, là par exemple, je vous la présente sur le Nasdaq, de rebond ultime où je peux passer en longue fortement, beaucoup plus fortement que ce que je le suis actuellement. Le CAC, il est là. Le CAC, il est là. Hop là. Bim bam boum, on y est, le CAC qui nous a fait quelque chose de chirurgical. Je vais vous montrer ça en image, mais vraiment chirurgical. Le CAC c'est pareil, on a potentiellement, regardez ça, ce qui est vraiment important c'est qu'on y voit clair, hein. Et là franchement, je trouve qu'on y voit très très clair. Regardez cette épaule, là on a cette tête complexe, hein, sous forme de double top, et potentiellement, hein, exactement comme sur les marchés américains, est-ce qu'on va faire une troisième, ou plutôt une deuxième épaule hein, une épaule tête-épaule, c'est une forme complexe de triple top, hein, c'est pour ça que je dis troisième, en gros top, mais voilà, est-ce qu'on va faire ça? Telle est la question, mais c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que sur le CAC, arriver
aux alentours des... Ouais, non, on a une grosse zone dure ici. Arrivé aux alentours des 7500 points, je vais faire hyper gaffe. Hein. Mes actions que j'ai sur le CAC, je vais les alléger. Voilà, parce que c'est une zone importante. Hein. En plus, on est aussi en dessous maintenant de cette trade line ici. C'est vraiment une zone pour moi importante où je me dois d'alléger parce que si jamais j'ai tort, ça va faire mal. Et quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que si j'ai tort, je serai content de l'avoir fait. Et si j'ai quand même raison, comme je dis depuis le départ, qu'on est en boule pour toute l'année 2025, je serai quand même content d'avoir fait ça parce que je réaugmenterai mon risque quand vraiment tous les voyants seront au vert. J'ai aucun problème avec ça. Donc ici c'est encore plus clair. Pourquoi il nous a fait quelque chose de chirurgical? Parce qu'il aurait pu il a failli nous déclencher une fractale qui nous emmenait en bear market et il ne l'a pas fait. Voilà, regardez-moi ça. Hop, on a ce niveau-là, mais je vais même le mettre ici parce que dans le pire des cas c'était là. Regardez ça. Regardez bien cette ligne. C'est pas rien, elle paraît rien, mais c'est pas rien. Donc c'est un potentiel, juste là, on va prendre la tête que je vous dessinais, un potentiel double top. Ok, ce double top est activé. Si on passe sous les 7100 points, regardez la séance hebdomadaire qui nous a fait le 7 avril. Il est venu clôturer parfaitement là où il fallait, c'est-à-dire les 7100 points. C'est chirurgical ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que si jamais il nous cassait à la baisse ce niveau-là, il nous déclenchait donc ce double top-là, comme vous pouvez présager, ce double top-là, même si on n'a que 40% d'atteindre les objectifs, on va aller bien plus bas que juste ça. On est d'accord? Donc, sous forme de fractal, ça nous activait le CAC là-bas. Sous forme de fractal. Et si jamais on allait là-bas, ça nous activait cette énorme structure-là, d'épaule, tête, épaule, ou de triangle ascendant, qui emmenait le CAC, regardez bien, qui emmenait le CAC aux 5260 points. Donc là, vraiment, un gros crack, encore une fois, sur le CAC. Donc, on a évité le pire sur le CAC avec... vraiment quelque chose de génial ici là en clôture. Alors là je prends le pire des cas parce qu'on aurait pu se dire que le niveau à tenir c'est celui-ci. Voilà, en tout cas les deux ont été tenus parfaitement et celui du dessus au pixel près. Donc vraiment bravo au CAC, mais il faut surveiller ça de près. Les niveaux clés, hein, vraiment c'est ceux-là. C'est celui-là hein, pour moi. Ça c'est le niveau clé du CAC. Où on peut vivre, si on ne tient pas ce niveau-là, une grosse déconfiture derrière. Je viens de vous la présenter. J'aurai le temps d'y revenir au cas où. Donc voilà, vous avez ma zone baissière sur le CAC à ne pas franchir en aucun cas en hebdomadaire. Et ma zone aussi de rebond parfait où je peux alléger mon risque en toute sérénité et en toute sécurité sans aucun regret. Voilà les amis pour le CAC. Il me semble que c'est tout. Je regarde en mensuel si j'ai loupé quelque chose, si on a quelque chose. Non. Hop. Et en daily, je finis avec le daily. On n'a rien du tout. Alors on n'a rien du tout, on a quand même eu ce beau, voilà, ce potentiel beau rebond avec cette séance-là. Ça c'est des magnifiques doji de rebond. Hein. Hop. Lorsqu'on a fait ce doji-là, c'est ce qu'on appelle un marteau inversé. En plus, il est vert. Si on peut avoir mieux, on peut avoir un marteau. Un marteau, c'est encore mieux, mais un marteau inversé en vert, c'est exceptionnel. Hein. Ça fait partie des Rolls-Royce pour rebondir. Donc, c'est pas pour rien qu'on rebondit derrière. À savoir maintenant si c'est juste un rebond technique ou pas. On peut très bien revenir tester ces niveaux-là. Hein, ça serait totalement standard. Affaire à suivre semaine prochaine à Louvre, mardi, sur le CAC et demain sur les marchés américains. Voilà sur le CAC. Je vais passer maintenant sur l'or, sur Tesla, sur Apple et Boeing. Voilà, les moves un peu que j'ai fait pendant mes vacances. On va voir ça de suite.
Bon, me voici sur l'or. Alors voici l'image à long terme de l'or. Je suis ici en mensuel. C'est pas pour rien. On m'a quand même demandé si j'étais pas dégoûté d'avoir vendu de l'or ou si bref. Quand on est si haut perché. Alors, j'aime pas dire ça comme ça, parce que c'est pas parce qu'on est haut perché que ça va s'arrêter, et c'est pas parce qu'on est très bas que ça va s'arrêter de baisser. Donc, j'aime pas dire ça comme ça. J'aimerais plutôt vous dire, quand on a atteint les objectifs, et là, on vient d'en atteindre d'autres, je vais vous montrer ça en image, c'est pour ça que c'est ça qui m'a fait vraiment valider ma deuxième vente. Hein. C'est vraiment le fait d'avoir atteint un nouvel objectif en daily cette fois-ci qui fait que c'est bon, je valide ma deuxième vente et au pire des cas, vraiment si on rentre dans une phase mania incroyable, j'avais prévu de ne pas me séparer d'une certaine partie de mon or. Mais croyez-moi que si la phase mania continue d'aller très très haut, je vendrai 100%. Hein, vraiment 100%. Voilà. J'avais pas prévu de vendre 100%, mais s'il faut, si vous me chauffez, je vais vendre 100%. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, mon passo. On est sur une prise de bénéfice, il faut savoir, de toute cette structure-là. C'est-à-dire que, alors c'est vraiment intéressant, je trouve que les 3000 $ l'once de l'or équivaut aux 135 000 $ du BTC. Pourquoi? Parce qu'on arrive, alors ne comparez pas, hein, je sais très bien que là c'est du trimestriel mensuel, on arrive sur des objectifs trimestriels mensuels. Ok? Le Bitcoin c'est pas ça, c'est du mensuel hebdo. Ok, mais ils sont différents quand même, hein, même si ils se ressemblent, ils sont complètement différents. Les 3100 $ l'once, pour moi, correspond aux 135 000 $ en gros du BTC. Et quand je vois l'or rentrer en phase mania au moment où on atteint en gros ce qui équivaut aux 135 000 $ du BTC, eh ben j'aimerais bien que le BTC me fasse la même chose. Hein. Quand on va arriver aux 130 000 $, hein, et que je vais repasser certainement pas mal d'argent en USDT, j'aimerais bien que finalement, il ne s'arrête pas là, mais qu'il nous rentre dans en hyper climax run comme on dit, hein, et qui pète tout à la hausse. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir quand même de voir l'or rentrer dans cette phase mania, même si personnellement hein, on ne prévoit pas hein, ce genre de choses, on prévoit tout de suite plutôt une consolidation. Et ben non, il accélère encore une fois et plus vite. On passe en hebdomadaire. Pour rappel, j'ai fait ma première vente ici là. Hebdomadaire 1, 2, 3, 4, oui, j'allais me tromper, ici là, hop là. Première vente effectuée, je m'apprête à faire ma deuxième vente ici là, voilà. Donc là actuellement sur les plus hauts actuels de l'or. Et je vais retourner en mensuel. Est-ce que c'est une erreur, vous pensez, de vendre des niveaux comme ça? Je vous réponds de suite. La réponse est non. Par contre, je vais poser la question différemment parce que énormément de gens vont faire ce que je vais vous dire là. Est-ce que c'est une erreur d'acheter de l'or ici maintenant? Je vous laisse répondre vous-même à la question. Oui, oui et oui. Et croyez-moi ou non, tout le monde va le faire. Hein, c'est-à-dire que moi, je suis en train de vendre mon or et je ne suis pas le seul à le vendre, hein, mais tous ceux qui n'y connaissent rien vont se mettre à acheter de l'or. Voilà. Et ça risque, si on rentre vraiment en phase mania, ça va être de pire en pire. Hein, on va voir ça partout.
Il faut acheter de l'or, il faut... Alors, je vous avais dit, déjà, moi, quand j'ai vendu, il y a un mois tout pile, hein, déjà, j'entendais, à droite, à gauche, « Ah, purée, qu'est-ce que t'en penses? Il faut acheter de l'or, il faut acheter de l'or. » On doit bien rigoler de moi, parce que moi, je dis, bah, écoute, moi, non, moi, je vends de l'or à l'heure actuelle. Maintenant, là, ils doivent bien se moquer de moi, pour le moment, en disant, « Attends, il me dit qu'il est en train de vendre de l'or, et l'or, il prend encore 5, 6, 10% même, par rapport à ce qu'il m'a dit. » On verra. C'est quoi la phrase de Jamel Debbouze? Rira bien qui rira vers la fin, hein, comme on dit. Non mais voilà, c'est pour ça que je mets ça en mensuel. Est-ce qu'on fait une erreur là en vendant un actif? J'ai acheté cet actif là ici dans cette zone noire là. Hein, j'ai mis une zone noire pour faire une zone médiane de toute cette consolidation qui nous a fait. Quand on achète un actif ici et qu'on est en train de le vendre tout là-haut, on ne peut pas qualifier ça d'erreur, les amis. On ne peut pas. Par contre, celui qui passe à l'achat maintenant, c'est une énorme erreur. Une énorme erreur. Donc franchement, si vous pouvez résister à la tentation que vous entendez dans la rue ou peut-être dans les médias ou j'en sais rien, je regarde pas la télé, enfin je la regarde un petit peu, je regarde les matchs de foot, mais voilà, je regarde pas les informations, tout ça, peut-être qu'on en parle aux infos, j'en sais rien. Si vous résistez à la tentation d'acheter de l'or, ben moi je vous dis c'est bien joué. Hein, je répète, je ne suis pas conseiller en investissement, vous le savez. Je partage uniquement ce que je fais. Je suis en train de vendre de l'or, donc je ne vais pas dire à quelqu'un qui me demande mon avis d'acheter de l'or. Hein, je serais complètement... C'est quoi, comment on appelle ça? Je sais pas le mot. Il est très simple le mot, mais vous l'avez, j'espère. Voilà. Donc ici je suis en mensuel, ici je suis en hebdomadaire. Ça ne veut pas dire que l'or va s'arrêter maintenant. Peut-être que sa phase d'accélération va continuer encore. Et je vous dis, j'avais pas prévu de vendre 100%, mais si l'or me chauffe hein, et qu'il accélère vraiment trop fort, trop haut, je vends 100%. J'avais prévu de m'arrêter là, au 20 avril, faire ma dernière vente. Mais si jamais dans un mois, il nous a fait un truc de fou à une vitesse incroyable, bah, je vendrai 100%. Voilà, c'est tout. Et on fera les comptes, vous verrez, à la fin. N'oubliez pas ce que je vous ai dit déjà en bourse. Plus on adore quand ça pump comme ça, on adore quand ça monte tout droit et que ça aille très vite. Plus on va vite à la hausse, plus la chute sera terrible. Plus on va vite à la baisse, plus le rebond sera violent. C'est toujours comme ça. Toujours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que finalement je vais pas m'amuser à suivre la tendance parce que c'est pas aussi simple que du trading. Là, ce que je fais, c'est quand même, je peux pas faire du suivi de tendance classique. Hein, c'est de l'or physique. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a fait finalement passer mon ordre comme prévu aujourd'hui même? C'est la nouvelle atteinte de cet objectif-là. Regardez, je vous ai placé cette flèche ici. J'ai pas pu la passer correctement parce qu'il faut que je la place ici, là, sur cette séance où j'ai vendu. Voilà, sur la séance où j'ai vendu la première fois, je dois placer la base de cette flèche-là. Regardez, je me mets là, suivez le rouge, donc vous êtes d'accord avec moi, ça va tout pile à la cassure donc de ce canal noir que je vous ai placé. Je vais vous le mettre en gras. C'était la vitesse de l'or avant qu'il accélère. Hein, voilà. On était dans ce canal-là. Je reporte l'amplitude de ce canal au poids de cassure. Ça me donne ce poids-là, qui est pile poil les plus hauts qu'on est venu taper cette semaine. Donc on atteint de nouveaux objectifs haussiers sur l'or. Et moi, c'est ça vraiment que j'aime. C'est-à-dire, j'aime pas vendre au hasard. C'est-à-dire, je vends toujours en suivi de tendance ou en atteinte d'objectifs. Hein, c'est pas parce qu'il est haut que je vais vendre. C'est pas parce qu'il est bas que je vais acheter. J'achète quand on est sur une zone de vente, j'achète quand on est sur une zone d'achat, je vends quand on est sur une zone de vente ou alors quand on atteint des objectifs. Ici, ça me plaît. J'avais prévu de vendre ma deuxième partie le 20 avril. Comme par magie, le 20 avril, on atteint, bon, c'est des objectifs daily, hein, c'est moins puissant que des objectifs mensuels hebdo, mais on atteint les objectifs daily de ce canal-là haussier. Voilà, ça m'a fait valider finalement mon deuxième achat. Je ne vais pas attendre des objectifs plus hauts. Par contre, est-ce que ça veut dire que l'or va s'arrêter? Non, pas forcément. Hein, pas forcément. Il aurait pu s'arrêter complètement ici. Regardez, il a consolidé une semaine et puis finalement, boum, il a décidé de passer à la vitesse supérieure. C'est ce que, franchement, on appelle une phase maniaque, quoi. Franchement, enfin,
une phase d'accélération en tout cas qui n'est pas tenable sur le long terme. Voilà. Peu importe comment on appelle ça, c'est des accélérations qui ne sont pas tenables sur le long terme. Regardez, je vous mets en mensuel et peut-être même en hebdo. Les bandes de Bollinger, je ne sais pas si vous connaissez la stat. 95% du temps, on évolue à l'intérieur des bandes de Bollinger. C'est-à-dire que dans 5% des cas, on évolue à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc quand on fait des séances comme ceci en dehors complète des bandes de Bollinger, eh ben, les bandes de Bollinger vont nous rattraper. Hein, voilà, on va revenir dedans. Voilà, par exemple, ici, hop, on a accéléré, là je suis en mensuel, on a accéléré 2 mois, boum, 2 mois, on est revenu dedans, voilà, on est bien pour bien taper. On peut très bien faire pareil, juste revenir 1 mois ou 2 dedans avant de réaccélérer, mais il faut savoir que c'est une vitesse qui n'est pas tenable sur le long terme. C'est pour ça qu'on appelle ça une phase maniaque. Bref, en hebdomadaire, c'est pareil, on sort complètement, mais complètement de la bande. On a ouvert sur le dessus de la bande et on en sort complètement. Bref, voilà. Je passe à la vente pour mon deuxième et si l'or continue de pumper comme pas possible, et je vous ai dit, je ferai une troisième vente, mais bon, avec la fiscalité, je dois attendre 1 mois, donc je verrai dans 1 mois où en est l'or. Mais je suis, je répète, très content de passer à la vente de mon or. Très, très content. Hein, l'argent, c'est autre chose. Je ne l'ai pas vendu encore, l'argent métal. Donc, voilà pour ce qui en est de l'or. Je vais passer sur... Alors, je vous parle de Tesla, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire sur Tesla, finalement. Je vais passer sur Tesla. Il n'y a rien à dire, à part que... Je ne sais pas si je vous avais présenté ce niveau magnifique mensuel, là, ce que j'appelle des dalles béton, hein, aux 214 $. C'est pour ça aussi que j'ai initié mon dernier achat pile poil sur ce support mensuel. C'est des niveaux géniaux. Hein, voilà, là, les 214 $ sur Tesla. Est-ce que ça veut dire que dans 100% des cas, on va le tenir? Non, bien évidemment, mais c'est des super niveaux d'achat. Je vous avais dit que j'avais clôturé mes achats sur Tesla. Je les ai clôturés, mais je ne sais plus où je m'en étais arrêté avec vous. J'ai acheté, là, le dernier achat, c'était la mèche basse là, de cette séance du 17 mars. Ok, j'en ai fini. On est toujours en train d'essayer de rebondir. Voilà, sur Tesla. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit que j'allais faire un point sur Tesla, parce qu'il ne s'est rien passé de... Voilà, de... Florisson, j'ai envie de vous dire, même si ça n'existe pas, on est en train de travailler à rebond. On a fait un premier bottom, on revient faire un deuxième bottom ici. Je vais voir en daily si on nous dessine quelque chose de propre. On est en train de nous dessiner une structure de retournement. Elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Ouais, j'aime pas ces structures-là. Je vais tirer ce câble ici, là. Ok, voilà, c'est pareil, hein. C'est pareil, c'est comme sur le Nasdaq, c'est comme sur le SP500, voilà. Il nous faut récupérer cette trendline ici, là, mais j'aime pas pour le moment la structure qu'il nous fait. J'aimerais bien qu'il nous la change parce que pour l'instant, c'est un triangle descendant à angle droit et franchement, hein, c'est une structure de continuation baissière. Voilà, sur notre petit Elon Musk, c'est ça. Bref, hop, je vais prendre ça. Ce que je viens de vous tracer là, hop, plus le support ici en noir, voilà, ça nous fait un triangle descendant. Je le présenterai ultérieurement s'il se valide 1, 2, 3 en 4. On n'est pas encore dans la base apex de cassure, donc je vais attendre un peu pour le présenter. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on change cette structure-là, hein, parce que ça nous enseigne une continuation baissière à court terme qui nous envoie très certainement sur la trendline magique des 165, c'est ça, 165 $. Donc voilà, ça me ferait mal à court terme, hein, avec tous mes achats sur Tesla, à court terme, ça me ferait mal. Donc bon, affaire à suivre cette semaine, à voir qu'est-ce qu'il nous dessine là sur cette fin de structure. Ça va être intéressant de voir pareil s'il nous casse cette trendline là que je vous ai mis en noir à la hausse. J'ai pas grand chose de plus à dire sur Tesla. En hebdo, ça donne quoi? En hebdo, on a Ishimoku Kimikoyo
qui vient à notre aide. Voilà, on a parfaitement rebondi dessus. Ouais, c'est soit on a un rebond violent pour rester au-dessus du nuage, hein, soit voilà, on peut très bien le traverser malheureusement, et après on aurait ce niveau de résistance aux 313 $ qui serait chiant, hein, à passer. Voilà, faudrait qu'on reste au-dessus du nuage, ça serait bien, parce que sinon ça là, ça va se transformer en bonne résistance pour la suite. Donc affaire à suivre, je vais le mettre en plus gros, en épais. Je préférerais qu'on se serve de ce niveau-là comme support plutôt que résistance. Et si on traverse le nuage, ça deviendra notre résistance principale. Voilà pour Tesla. 1. J'ai rien d'autre à dire. Je vais sur les moves que j'ai dû faire pendant les vacances. Je vais sur Apple. Je vais placer la photo de l'interview, j'allais dire, de l'analyse que j'en avais faite lorsqu'on était encore en haut. On avait placé un magnifique niveau là-bas. Hop, voilà. Bah, de toute façon, vous voyez en bleu là, je ne mens pas. Je suis passé à l'achat aux 170 $ sur Apple et c'est magnifique. Il y avait deux stats qui nous emmenaient là-bas, sauf que une stat c'était 40% du temps et l'autre on n'avait pas de pourcentage. Hein. C'était le bémol de ce niveau clé que je voulais acheter, c'était que on nous indiquait, Apple nous indiquait par 3 façons hein, ce niveau-là, mais qu'on n'avait pas trop de stats. 3 façons, c'est quoi? C'est le gap plus les 2 stats que je viens de faire disparaître. Force est de constater qu'on y a été, voilà, et qu'on fait un magnifique rebond dessus au 170, magnifique, ce qui fait que on a placé un beau trade sur Apple. J'ai fait pareil sur Boeing et j'ai déjà pris des bénéfices, comme je vous dis, au cas où. Là, on est dans du pur trading, hein, c'est-à-dire que même en mode baissier court terme, on peut prendre des beaux trades haussiers sous forme de rebond. Je voulais revenir sur Apple parce que j'avais fait une vidéo sur ce poids-là. On y est, on l'a acheté, on est content. Est-ce que vous en avez profité ou pas? Franchement, je l'espère pour vous. On peut avoir déjà pris des bénéfices, peut-être même clôturer son trade, hein, c'est-à-dire que sur ces niveaux-là, en plus d'indécision, on pouvait prendre des bénéfices. Maintenant, on a quand même un beau niveau de support aux alentours des 185 $ sur Apple. On a récupéré cette belle trendline noire, je sais même plus ce que c'est, oui, qui est cette trendline hebdomadaire. Bon, voilà, affaire à suivre sur Apple. On a récupéré un niveau clé. Franchement, sur Apple, on a récupéré un niveau clé. Le niveau, regardez, on a récupéré le nuage Ishimoku et cette magnifique trendline là hebdomadaire. Là, il y a eu un vrai beau rebond sur Apple. Ah, c'est vraiment ça que j'aimerais partout. Affaire à suivre cette semaine si ça tient, mais en tout cas en clôture hebdomadaire, ça a parfaitement tenu depuis 2 semaines. Voilà pour Apple, c'était un petit retour dessus parce que nous l'avions présenté il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Et je vais passer sur Boeing aussi, un move que j'ai fait. Bim bam boum, je ne sais plus si on s'était moqué de moi sur Boeing. On se moque tellement de moi que je ne sais plus. Je vais sur Long US Boeing, il est là. Hop, je me déplace. Boeing, j'ai pris le spot de racheter au même point que j'avais acheté à l'époque. C'est-à-dire... À l'époque, j'avais acheté ici. J'ai soldé ma position, je ne sais plus où exactement, très certainement ici et ici. Bon, on va dire toute cette zone-là, voilà. On m'a proposé une belle déconfiture pour revenir sur les niveaux où j'avais acheté Boeing à l'époque. Je ne me suis pas fait prier, hein. J'ai racheté. Ah oui, je voulais vous montrer la date. Je voulais vous montrer la date parce que j'ai vraiment eu la chance d'acheter la veille du gros rebond qu'il y a eu. Je vais vous montrer ça. Je suis ici en hebdomadaire.
Et j'ai clôturé les 2/3 de mon trade déjà sur Boeing. Là, c'était, je voulais juste prendre au moins un petit rebond. Et comme je vous dis, j'essaye, je veux pas. Hein, là, je passe des petites, ce que j'appelle des petits trades. Bon, petit trade, c'est déjà R3, c'est-à-dire 3 fois ce que j'étais prêt à perdre au départ. Mais je veux pas augmenter mon risque. Dans les conditions de marché actuelles, je veux pas augmenter mon risque. Donc, je prends des petits trades par-ci, par-là. Et puis, c'est tout. Je vais en daily voir ce que cela avait donné et vous allez voir la date, c'était le 8, non, il me semble. Bon, de toute façon on le voit, hein. Voilà, c'était elle est où ma flèche? Voilà, la belle séance verte là, hein, c'est toujours la séance, la même séance qu'il y a eu sur les marchés. Bim bam boum, c'était voilà le 9 mars et celle-là, je l'ai même pris à retardement, je crois que je l'ai pris carrément le 9 mars, je l'ai pris en début de journée. Voilà, c'était ouais, c'est pas la veille que je l'ai pris, je crois que c'est Apple, je vais aller checker Apple. Je crois que Apple, je l'ai pris le 8 mars, mais celle-là, je l'ai pris le 9 mars en début de journée. Bon, il m'a vraiment fait une hausse phénoménale le jour même. Et pourquoi je vends? Parce qu'on est tout simplement là directement sur une zone dure. Hein. Voilà, j'ai vendu la journée du 17 avril. Regardez, on est en comblement de gap. On est venu une fois dessus, 2 fois, 3 fois. C'est la 3e fois qu'on vient taper. Est-ce qu'on vient taper à la porte pour l'enfoncer ou est-ce qu'on vient taper à la porte pour finalement retourner tous par terre hein, pour ce petit trade? Voilà, c'est pour ça que je prends pas de risque à l'heure actuelle. Je suis sur une zone dure, je clôture partiellement mon trade et je vois si je passe à autre chose. Enfin, et le reste, je le laisse en suivi de tendance. Voilà pour Boeing, c'est juste les 2 petits beaux coups que j'ai fait en vacances. Apple, je voulais juste revoir Apple. Il me semble que je l'ai acheté la veille, Apple. Il est où Apple? Je ne l'ai même pas remis dans ma liste. Ici, là, il est dans sentiment de marché. Il est là. Hop, je me décale. Apple, c'était... Oui, voilà, c'est ça. C'était bien mardi 8 avril. Ouais, je confonds. C'était mardi 8 avril où on est venu mécher dans la zone. Hein. On a eu la chance de vraiment acheter la mèche basse. Et derrière, c'était parti. Donc voilà, écoutez, affaire à suivre, semaine palpitante à suivre, tant bien sur les marchés boursiers que crypto-monial. Je regarde juste si j'oublie quelque chose. Je vous avais parlé de Tesla, Apple, Boeing, c'est tout. L'or aussi, oui, non. J'ai tout fait avec vous, j'ai tout vu, ce que je voulais voir. Affaire à suivre, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Dès qu'il se passe quelque chose, je serai là. Voilà, là, bim bam boum, dès qu'il se passe quelque chose, est-ce qu'on récupère un niveau clé? Est-ce que finalement on repart tester le bottom? Ou est-ce qu'on rentre dans un terrible bear market? Ou est-ce que je vais vous proposer ce que j'ai commencé à faire là, un nouveau backtest in the Nasdaq et in the SP500, on verra ça. On verra ça si je prends le temps de le faire. Je vous laisse les amis, je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.